Bienvenue à cette 9e émission du cours Montréal en évolution, au cours de laquelle nous aborderons l'étude de l'architecture domestique à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et l'architecture domestique du début du 20e siècle. Mais avant d'aborder cette étude, je vais revenir sur certains points de l'émission précédente. Nous avons vu au cours de l'émission précédente qu'il y avait quelques édifices dans le vieux Montréal qui présentaient une transition entre l'architecture commerciale du régime français et celle qui va s'imposer à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Par exemple, l'édifice Benoît, dont l'étage était traditionnel, mais dont le rez-de-chaussée consistait à un entablement supporté par des colonnes avec, entre les colonnes, remplissage de verre. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle s'impose dans le Vieux-Montréal une architecture que j'appelle, moi, de squelette de pierre. Ça veut dire un système de structure de poutres et poteaux à l'intérieur du bâtiment, et ça à tous les étages, et en façade, une ossature de pierre qui reflète cette structure intérieure, et entre l'ossature de pierre, du remplissage de verre. Exemple, l'édifice Urquhart et Ramsay, et d'ailleurs plusieurs autres exemples dans le vieux Montréal. On a vu que cette architecture de squelette de pierre est une réponse spontanée, logique et économique aux fonctions commerciales et industrielles nouvelles. La solution du plan libre et de la structure de poutres et poteaux permettait évidemment d'accueillir n'importe quelle fonction, et le verre en façade permettait d'éclairer ces bâtiments qui étaient très profonds. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-ci d'une architecture vernaculaire? Nous avons vu que l'architecture vernaculaire domestique était une longue tradition ancestrale qui remontait jusqu'au début du Moyen Âge. C'était donc une longue intégration des savoir-faire dans la culture populaire, et ces savoir-faire de construire étaient transmis de génération en génération. Dans le cas de l'architecture de squelette de pierre, c'est une adaptation presque spontanée qui est due à une convergence de plusieurs facteurs à un moment donné, surtout la production industrielle de poutres, de colonnes, soit en bois, soit en pierre et soit en fonte, et la production industrielle de verre. Donc, il ne s'agit pas de savoir-faire qui sont transmis de père en fils, mais plutôt de solutions qui sont copiées d'un bâtiment à l'autre. Et je pense que le meilleur terme serait l'architecture industrielle. Quelle est l'origine de cette architecture industrielle, commerciale, industrielle? Probablement de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Un premier exemple serait le Quincy Market à Boston, construit en 1824 par l'architecte Alexander Paris. On sait qu'il y a eu des exemples de squelettes de pierre dans les villes industrielles de la côte est américaine, et que le squelette de pierre a précédé l'architecture de squelette de fer, et il va annoncer les procédés de préfabrication. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les villes américaines, la fonte fut plus fréquente qu'à Montréal, mais je présume qu'à Montréal, ce fut de la pierre tout simplement parce que la pierre était plus disponible. Il faut reconnaître que dans cette architecture de squelette de pierre, c'est pas uniquement de l'innovation technique, il y a aussi une recherche de composition architecturale, une recherche de bonne proportion, d'échelle. D'ailleurs, les étages sont modulés de façon verticale, ça veut dire que les étages du rez-de-chaussée sont plus hauts que celles du sommet. Et il y a de nombreux exemples de cette recherche esthétique dans le Vieux-Montréal. Rappelez-vous, parmi d'autres, le cathédrale bloc. Maintenant, les compagnies et les institutions financières qui cherchaient des symboles dans l'architecture commerciale ne s'arrêteront pas aux squelettes de pierre parce que c'était plus ou moins considéré comme de l'architecture à l'époque. Ils vont revenir plutôt à des styles historiques comme le style néo-renaissance italienne. On a vu comme exemple Récollet House, Johnston, l'édifice Johnston et la quincaillerie Frottingham et Rockman. Dans cette architecture italienne, on va chercher des effets visuels qui très souvent ou à l'occasion vont surcharger les façades. Et l'exemple peut-être par excellence est l'édifice Caver Hill. L'architecture commerciale italienne va montrer toute la présomption, la vigueur, l'imagination, la créativité de cet âge d'or du capitalisme. Et si on veut comprendre cette essence du dynamisme commercial au 19e siècle, je pense qu'il faut visiter la rue Sainte-Hélène, qui est remarquable par l'unité de son alignement, l'unité de la hauteur et l'unité de caractère, tout simplement parce qu'elle a été construite sur un territoire qui était vierge, celui des pères Récollets.
L'œuvre d'architecture commerciale la mieux réussie de cette période est sans contredit les magasins entrepôts des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, érigés sur l'ancien site de l'Hôtel-Dieu, et ça s'appelle aujourd'hui les cours Le Royer. Il s'agit d'une succession de plans rectangulaires séparés par des murs portants mitoyens, qui sont visibles d'ailleurs dans la façade par les pilastres adjoints accentués, et vous avez une répétition d'arcades au rez-de-chaussée qui confère à ces bâtiment un caractère monumental. Un autre exemple, ce sont les magasins entrepôts des Sœurs Grises sur la rue Saint-Pierre. C'est le même principe de succession de bâtiments à murs mitoyens et à l'intérieur de chacun de ces bâtiments, un plan libre. Les premiers gratte-ciels apparaissent avec l'ascenseur et on s'aperçoit que l'innovation technologique n'est pas nécessairement suivie sur le plan esthétique. Et l'exemple de l'édifice dans New York Life Insurance sur la place d'Armes montre bien que l'édifice ressemble à une empilade de 3 sections de bâtiments. La deuxième génération des gratte-ciels, l'esthétique va être davantage conforme à un édifice en hauteur, soit l'esthétique de la colonne avec la base, le fût et le chapiteau, ou encore la pyramide. Et un bon exemple de la pyramide, c'est l'Aldred sur la place d'Armes, qui est un bâtiment hors déco. Parmi les autres exemples, la Banque Royale, le siège social de Bell Telephone, l'édifice Dominion Square Building, et tous ces édifices sont construits en même temps. Ils représentent ce fameux règlement de construction qui impose des retraits plus on monte vers la hauteur, et comme style, c'est un style beaux-arts. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous revenons aux formes pyramidales pour les gratte-ciels. Il y a dans le Vieux-Montréal et en périphérie des exemples de l'influence de l'école de Chicago. Cette école de Chicago consistait dans des innovations de structures d'acier et de murs rideaux lorsqu'on reconstruit le quartier commercial qui avait été détruit par le feu de Chicago en 1871. Exemple à Montréal, l'ancien et le nouveau magasin Ogilvy's, l'édifice Coronation, l'Unity Building, toujours les mêmes caractéristiques, des structures très apparentes, des grandes baies vitrées et présence de corniches proéminentes. Enfin, nous avons parlé des élévateurs à grains comme inspiration de l'architecture moderne. Nous avons dit un mot du pont Victoria qui apparaît comme un produit importé très peu adapté aux conditions locales. On a dit de ces créations que c'est une version paléotechnique de cette période. Ça veut dire du gigantisme, de la brutalité, des équipements qui respectent très peu la personne humaine. Et on a dit comme exemple que les élévateurs à grains avaient coupé Montréal du fleuve pendant un demi-siècle. C'est sans doute l'architecture domestique qui constitue le plus authentique reflet des idéaux d'une époque. Du moins, c'est un fidèle miroir des conditions socio-économiques des populations. Ainsi, les riches peuvent suivre la mode, tandis que les pauvres n'ont pas d'autre choix que d'accepter les gîtes que peuvent leur donner leurs pauvres revenus. Dans le Montréal victorien, les quartiers riches et les municipalités riches sont surtout concentrés autour des flancs du Mont-Royal, tandis que les quartiers et les municipalités pauvres sont sur la basse terrasse, autant à l'ouest qu'à l'est. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une division de classe sociale, c'est aussi une division linguistique entre les Anglais riches et les pauvres francophones, avec des nuances évidemment, parce que les Irlandais n'étaient pas très riches. Les riches vont avoir autant de styles, de variétés de styles que de variétés de fortune, tandis que pour les pauvres va apparaître graduellement une habitation qu'on va appeler une habitation type. L'habitat des riches reflète l'emprunt, les emprunts des classes coloniales privilégiées, tandis que l'habitation des pauvres sera adaptée aux réalités socio-économiques. Vers 1900, la plus intéressante concentration de résidences de riches sur le territoire de Montréal est un territoire d'environ 1000 carrés, surnommé d'ailleurs le 1000 carrés doré, compris entre le boulevard d'Ocheter, aujourd'hui René Lévesque au sud, le chemin de Côte-des-Neiges et Guy à l'ouest, l'avenue des Pins au nord et l'avenue du Parc à l'est. On a dit que 70% de toutes les richesses du Canada étaient concentrées dans les mains des quelques 25 000 résidents de ce 1000 carrés doré.
L'humoriste Stephen Leacock, qui demeurait d'ailleurs dans ce secteur, a dit qu'à cette époque, les riches de Montréal jouissaient de prestige que même les riches ne méritent pas. Il y a une grande variété de styles dans ce secteur-là, principalement les styles néo-gothique, néo-renaissance, Second Empire et Beaux-Arts. Comme exemple d'architecture domestique de ceux qui ont un surplus de ressources, je vous présente une première résidence, la maison Albert Furness, connue aussi comme la maison Trafalgar. Elle est située sur l'avenue Trafalgar, à l'angle du chemin de la Côte des Neiges. Elle a été construite en 1848 par un architecte britannique qui a immigré à Toronto en 1832, John George Howard. Cette résidence présente les principales caractéristiques du style néo-gothique. D'abord, des toits en forte pente, de nombreux pignons ornés de bois ouvragé. Vous reconnaissez sûrement ici l'arc ogival, l'arc brisé, qui est caractéristique du style néo-gothique comme du style gothique. Et dans ce cas ici, cette maison paie un tribut au gothique qu'on appelle perpendiculaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le gothique perpendiculaire? C'est une phase tardive du gothique en Grande-Bretagne, caractérisée par des décorations rectilignes. Alors, remarquez l'encadrement rectiligne de cette porche, de cette porte ou de cette porche. On remarque les mêmes encadrements rectilignes au-dessus des fenêtres. Il y a eu, dans l'ensemble, peu de résidences de style néo-gothique à Montréal. Il y a plusieurs raisons à cela. François Rémillard, qui a écrit un bon guide des styles montréalais et des bâtiments de Montréal, laisse entendre que le style néo-gothique a d'abord été approprié par les Églises catholiques et les Églises protestantes, et que ces groupes religieux étaient en rivalité. Alors, les bons bourgeois qui voulaient se valoriser par l'architecture étaient peu portés à prendre un style qui faisait l'objet de rivalités religieuses. Le style néo-renaissance a été utilisé plus fréquemment pour l'architecture domestique victorienne que le style néo-gothique. Un bon exemple d'une résidence de style néo-renaissance, c'est la maison d'Art, située sur la place du frère André. Elle a été construite en 1860-61 pour le propriétaire de la célèbre brasserie d'Art. Alors, cette résidence, on ne connaît pas avec certitude qui fut ou qui furent les architectes. Certains prétendent que ce fut William Tutton Thomas. D'autres, au contraire, croient que c'était Spear & Son. La chose que l'on sait vraiment, c'est qu'elle a été agrandie en 1912 par les architectes Archibald et Sachs. À l'encontre de la maison Albert Furness qu'on vient tout juste de voir, cette résidence n'a pas de pignon. Au contraire, il y a un accent sur les lignes horizontales, comme on peut l'apprécier au niveau du toit. Autre caractéristique du style néo-renaissance, c'est une résidence cubique, parfaitement symétrique, à l'exemple des palais urbains florentins. Et enfin, dernière caractéristique, le couronnement triangulaire des fenêtres, qui est très typique du style néo-renaissance. Un autre exemple de style néo-renaissance, mais différent, la maison Allen. La maison Allen est située sur l'avenue des Pins. Elle a été érigée entre 1861 et 1864 par les architectes John William Hopkins et Victor Roy. Il s'agit d'un exemple de villa toscano, au plan irrégulier, avec des tours carrées, des balcons, des vérandas. Remarquez les fenêtres de type italien, et les intérieurs étaient somptueux. Malheureusement, ils ont disparu depuis que cette résidence est utilisée comme un hôpital. Un autre exemple très prestigieux, la maison George Stephen, située au 1440 de la rue Drummond, construite en 1882-84 par William Tutton Thomas, notre architecte bien connu. George Stephen était connu, lui, parce qu'il a été le président du Canadien Pacifique lorsque cette compagnie a réalisé le premier chemin de fer transcontinental. Aujourd'hui, ça s'appelle le Mount Stephen Club. Il s'agit d'un mélange de style néo-renaissant et baroque, intéressant, l'intérieur surtout, qui est très bien conservé, cet intérieur qui est lambrissé de bois d'essence rare et décoré de marbre, d'or et de vitraux. Parmi les exemples de style Second Empire, il faut citer absolument la maison Shaughnessy. La maison Shaughnessy est fort connue aujourd'hui grâce au Centre canadien d'architecture dont elle constitue la partie centrale.
Mais à l'origine, lors de sa construction, il s'agit effectivement de deux résidences, une résidence à l'est et une résidence à l'ouest. Ces résidences ont été construites par l'architecte William Totten Thomas. Alors, William Totten Thomas a une carrière fort active à partir de la seconde moitié du 19e siècle parce qu'il est la coqueluche des riches bourgeois de l'époque. Alors, on l'appelle la maison Shaughnessy parce qu'elle va être occupée, du moins la partie est, par M. Thomas Shaughnessy. À partir de 1892, M. Shaughnessy est alors vice-président de la Compagnie de chemin de fer canadien-Pacifique. En 1941, The Sister of Service of Canada acquiert les deux résidences pour en faire une seule institution. Mais malheureusement, au début des années 1970, le bâtiment est plus ou moins abandonné. Il y a alors beaucoup de destruction dans ce secteur parce qu'on aménage tout près l'autoroute Est-Ouest. Madame Phyllis Lambert intervient à ce moment-là, en 1974, pour acquérir à nouveau la maison Shaughnessy pour empêcher qu'elle soit démolie. Et par la suite, il va l'intégrer au Centre canadien d'architecture. La maison Shaughnessy est un exemple assez remarquable du style Second Empire. Le style Second Empire français, je vous le rappelle, c'est un style qui se développe sous l'empereur Napoléon III, ça veut dire à partir de 1852, et qui est un mélange d'architecture de la Renaissance et d'architecture classique française. Donc, ça donne un mélange qui est très à la mode à l'époque. Les principales caractéristiques, on peut l'apprécier. Vous avez un toit en fausse mansarde qui coiffe les deux résidences. Et remarquez que ce toit-là, il est surmonté d'une espèce de crête. On pourrait dire même d'une clôture en fer ou en fonte. Remarquez que les deux résidences ont une symétrie parfaite. C'est fort élégant, c'est fort maîtrisé comme architecture de façade. Et enfin, vous avez une décoration assez particulière, des arcs segmentaires avec des cartouches décoratives qui couronnent chacune des fenêtres. On pourrait faire une comparaison intéressante avec le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Montréal, qui est de même style et qui est construit exactement à la même époque, entre 1874 et 1878. Il y a dans ce secteur beaucoup d'exemples de résidences de style Beaux-Arts. Un exemple intéressant est la maison Athol-Stan, construite en 1894-95 par les architectes Dunlop et Herriot. Il s'agit de l'ancienne résidence du fondateur du Montréal Star. Aujourd'hui, elle nous intéresse parce qu'elle a été intégrée à la maison Alcan et elle a été restaurée autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On peut remarquer les caractéristiques du style Beaux-Arts à l'extérieur dans ses façades très bien composées, composition très contrôlée et raffinée, et remarquer les détails caractéristiques comme les balustrades au toit et les œils de bœuf. Un autre exemple, plus plantureux de style Beaux-Arts, la maison Osmer, située au 3630 de la rue Drummond, construite exactement en 1900 par Edward Maxwell. Rappelez-vous, Edward Maxwell, il a fait le musée des Beaux-Arts avec son frère William. La maison Osmer est un peu un exemple de maison de nouveaux riches. On sait d'ailleurs que M. Charles Osmer était très pauvre à sa jeunesse, était un fermier. Et remarquez cette espèce de style un peu grandiloquent avec une profusion d'ornements et notamment, disons, à l'intérieur. Remarquez aussi l'utilisation du grès rouge d'Écosse qui va être une mode au tournant du siècle. Et enfin, un dernier exemple de style Beaux-Arts, très raffiné, celui-là, la maison Forgette. Je suis actuellement devant le consulat soviétique sur l'avenue du Musée. À l'origine, c'est la résidence de Sir Rodolphe Forget. Sir Rodolphe Forget, homme politique, homme d'affaires, a une immense fortune. C'est d'ailleurs le neveu de Louis-Joseph Forget, cet homme d'affaires qui a ramassé la fortune la plus importante chez les Canadiens français durant la période victorienne. M. Forget, qui est très francophile, souhaite une résidence qui reflète le caractère métropolitain de Paris. Alors, il confie ce mandat à M. Omer Marchand, Joseph Omer Marchand, qui est, comme vous le savez, le premier architecte canadien-français à faire son cours à l'École des beaux-arts de Paris. M. Omer Marchand possède très bien les canons du style des beaux-arts et l'applique dans cette résidence. Alors, on voit une résidence dont les façades sont fort bien équilibrées, fort symétriques. Au toit, vous avez une balustrade continue. Les ouvertures sont marquées par des balconnets décoratifs en fer et les ouvertures sont aussi couronnées par des couronnements où s'intègrent des capsules décoratives. Le tout a un caractère très parisien.
C'est un exemple intéressant d'architecture domestique de style Beaux-Arts de la période victorienne. Au début du 20e siècle, la construction de vastes résidences bourgeoises avec des jardins devient de plus en plus rare dans le territoire du 1000 carrés doré. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement instaure durant la Première Guerre mondiale un impôt sur le revenu, lequel évidemment limite les fortunes personnelles. La seconde, c'est que les domestiques qui sont nécessaires pour l'entretien de ces résidences unifamiliales et des jardins deviennent aussi de plus en plus rares, tout simplement parce qu'il y a de l'emploi disponible à des salaires compétitifs dans l'industrie. Apparaît alors un substitut, c'est l'immeuble à appartement de grande taille, le luxueux immeuble à appartement. Et les manifestations de richesse, d'élégance se déplacent graduellement de ces résidences vers les rues, vers les avenues qui concentrent ces immeubles à appartements. La rue par excellence au début du 20e siècle à Montréal, c'est la rue Sherbrooke. Grâce à ces immeubles à appartements comme le Linton, le Château et l'Acadia, grâce à son architecture publique de qualité, le Musée des Beaux-Arts ou encore l'église Erskine and American, grâce à l'hôtel Ritz-Carlton que vous connaissez et les boutiques chics, et grâce surtout à ce campus de l'Université McGill où je suis actuellement. Le phénomène n'est pas propre à Montréal. On observe la même réalité dans les décennies précédentes dans la plupart des grandes villes américaines. Ainsi, Boston possède son premier immeuble à appartements en 1860. La rue Sherbrooke sera d'ailleurs surnommée la 5e avenue de Montréal, en référence tout simplement à la 5e avenue à New York, laquelle constitue à l'époque le modèle à suivre pour les villes du continent. C'est l'immeuble à appartements le Linton qui illustre le mieux cette transition entre la résidence bourgeoise unifamiliale et ses jardins et ses nouveaux équipements résidentiels. En effet, en 1907, il est construit à l'angle des rues Sherbrooke et Simpson sur les jardins même d'une première résidence bourgeoise appelée également Linton. Cette résidence que vous voyez derrière moi et qui est en rénovation a été construite par l'architecte Cyrus P. Thomas dans un style Second Empire, comme vous pouvez maintenant l'apprécier. Tandis que l'immeuble même de Linton a été construit par les architectes Finlay et Spence dans un style Beaux-Arts, particulièrement décoré au niveau du toit et merveilleux par ses immenses consoles qui soutiennent une corniche proéminente. À l'époque de sa construction, il était à mi-chemin entre l'hôtel et l'édifice appartement parce qu'il possédait une grande salle à manger commune au rez-de-chaussée et offrait un service de domestique partagé pour les locataires. Situé sur la rue Sherbrooke, à quelques rues du Linton, l'immeuble à appartement Le Château a été érigé en 1925 par les architectes Ross et MacDonald pour le compte de Pamphile du Tremblay, alors propriétaire du journal La Presse. C'est un exemple typique du style dit des châteaux. Il s'agit d'un style pittoresque, fait d'un mélange d'éléments empruntés aux châteaux construits à l'époque de la Renaissance dans la région de la Loire en France, et fait également d'éléments empruntés aux châteaux et manoirs écossais du Moyen Âge. Parmi les bons exemples de ce style, on peut citer à Montréal la gare Vigée, l'hôpital Royal Victoria, à Québec, le château Frontenac, possiblement l'édifice le plus célèbre du genre au Canada, et enfin, à Ottawa, le château Laurier. Les principales caractéristiques architecturales de l'immeuble de château sont ses toits en pignon, ses tourelles décoratives, ses éléments de décor empruntés à l'architecture militaire du Moyen Âge, tels que les machicoulis et les créneaux. Dans le même style que le château, on peut citer les immeubles résidentiels Gleneagles et Trafalgar. Ces immeubles ont été construits un à côté de l'autre en 1929, juste avant la Grande Crise, sur le chemin de la côte des Neiges. Le Gleneagles possède les mêmes architectes que ceux qui ont fait le château, Ross et MacDonald, tandis que le Trafalgar a été conçu par les architectes Hutchison et Wood. Les deux sont caractérisés par leur toit, leur sommet, avec des pignons à redans ou en escalier, des tourelles et des créneaux. Remarquez qu'ils animent beaucoup la silhouette de cette partie de la ville et le Trafalgar est très bien mis en valeur par son site qui est absolument exceptionnel. Dès qu'on quitte le 1000 carrés doré et qu'on se dirige vers l'est, il y a un type d'habitation à logement superposé qui s'impose partout.
Par exemple, la rue Hutchison, à la limite du 1000 carrés doré, présente des maisons à 2 niveaux de logement avec des façades de pierre assez pittoresques. Comme autre exemple, le long des grandes artères et des rues de prestige à densité élevée, prenons le cas de la rue Saint-Hubert entre Sherbrooke et Mont-Royal. Cette rue Saint-Hubert présente des façades variées, mais on voit déjà un début de systématisation, présente des revêtements en pierre, mais aussi en briques. Il y a des présences de bay window. Et on peut dire la même chose de la rue Christophe-Colomb, qui a un plan en aile pour ses habitations, une variété de formes d'escaliers. Il y a la présence d'entrées cintrées. Et parmi les autres exemples, il y a les rues Cherrier, les rues Méry, l'avenue Laval, au nord de la rue Sherbrooke. Mais si on pénètre davantage dans les quartiers populaires, des quartiers comme Rosemont, Saint-Édouard, les quartiers de Plateau-Mont-Royal, Verdun, on trouve là une habitation arrangée continue, le plus souvent de 2 à 3 logements superposés. Les façades également, le plus souvent, sont en briques et invariablement, en avant comme en arrière, vous avez des balcons, des galeries et des escaliers extérieurs. D'un point de vue théorique, on peut dire qu'au 19e siècle, chaque pays, et voire même chaque ville, va produire un type d'habitation approprié aux conditions économiques et socio-culturelles de la majorité de la population. C'est pour ça qu'on l'appelle l'habitation type. L'habitation type, c'est l'habitation la moins originale, parce qu'elle est la plus répandue. C'est elle qui couvre de grandes superficies de ces villes et leur confère en partie leur identité et leur caractère propre. Ainsi, dans les grandes cités d'Europe continentale, comprenant les cités d'Écosse comme Glasgow et Édimbourg, comprenant aussi New York, on trouve des édifices appartements de 5 à 6 étages. C'est l'habitation le plus répandue. À Boston, c'est le three-deckers, une habitation de 3 étages. À Saint-Louis, à Chicago, ce sont des édifices à logement de 2 à 3 étages. À Londres, à Philadelphie et à Baltimore, c'est particulier, ce sont des maisons unifamiliales de 2 à 3 étages, le plus souvent, parfois de 4 à 5 étages, selon la fortune des résidents. La question qui se pose, c'est comment passe donc du type de maison urbaine, là, issue du régime français, que nous avons analysé à la 4e émission, cette maison unifamiliale arrangée continue, de 2 étages ou plus, en bois ou en pierre, avec les pièces disposées dans le sens de la largeur du bâtiment, vers ce nouveau type d'habitation qu'on appelle type, une habitation qui est en briques, et les logements sont superposés, et les pièces des logements sont dans le sens de la profondeur du bâtiment et non pas dans le sens de la largeur. Comme exemple de maison unifamiliale issue du régime français, parlons de la maison Papineau, que vous connaissez sûrement, au 440 de la rue Bonsecours et qui a été construite en 1785. Cette maison présente à l'extérieur un cas assez rare de parement de bois qui imite la pierre de taille. Remarquez bien que le corps de la maison est fait en moellon, mais on a rajouté ce bois pour imiter la pierre de taille. Les pièces, comme on peut voir, sont disposées dans le sens de la largeur de la maison et il y a derrière un jardin, une magnifique cour, comme il y en avait dans ce type de maison. Alors, la disparition de cette maison unifamiliale pour la maison à logement répond évidemment à l'accroissement rapide de la population durant cette période d'urbanisation rapide. Maintenant, l'accroissement de la densité résidentielle n'est pas dû uniquement à l'accroissement de la population. C'est dû au fait que la population doit loger près des sources d'emploi et un peu plus tard, près des moyens de transport, soit omnibus à chevaux ou soit tramway, pour se rendre vers les emplois. Le premier immeuble à logement superposé semble apparaître à Pointe-Saint-Charles, dans ces quartiers, dans ces lieux où on employait des ouvriers pour travailler sur le pont Victoria ou encore dans les ateliers du Grand Tronc. C'est un secteur qui était habité par les Irlandais et qui a disparu aujourd'hui pour permettre le passage de l'autoroute Bonaventure et la création du parc industriel des Moulins. Il y avait là des habitations en rangée continue sur des lots de 7 mètres et demi de largeur par 30 mètres de profondeur. Les façades étaient ras des trottoirs et dans les cours arrière se trouvaient les cabinets de toilettes, les puits communautaires, les lavoirs, les abris utilitaires et il y avait des ruelles. Alors tout ça a disparu, mais il existe encore des exemples de l'autre côté de la cour de
triage sur des rues comme les rues de Sébastopol, de la Congrégation, Sainte-Madeleine, Bourgeois, Charon et autres rues. Ces terrains-là étaient des terres qui avaient appartenu à l'hôpital général de Montréal et aux sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Et lorsqu'ils furent développés, on va trouver la même standardisation que l'exemple que nous venons de présenter, sauf qu'il n'y avait pas de ruelle. Ainsi, les lots avaient 14 mètres et demi de largeur par 26 mètres et demi jusqu'à 29 mètres de profondeur. Il y avait 2 maisons par lot, ce qui faisait des largeurs de maisons environ 7 mètres, donc semblable à l'exemple précédent. Prenons le cas de la rue de Sébastopol. On présume qu'elle a été nommée ainsi grâce à la victoire des Alliés à Sébastopol en 1855, ce qui donne à peu près la date approximative du développement de cette rue de Sébastopol. Remarquez que toutes les habitations sont identiques, 2 logements superposés d'une façon verticale, dans le sens de la profondeur, 2 pièces en profondeur, mais les pièces sont encore dans le sens parallèle à la rue. C'est une rue avec bâtiments en briques et le toit est en très légère pente. On voit là qu'il est en train de devenir plat. Un autre exemple est la rue de la Congrégation, où il y a là une standardisation dans la construction qui se reflète dans l'architecture. Remarquez la répétition des mêmes façades, la présence du toit plat et de la corniche qui est une réminiscence de l'architecture italienne. Un autre secteur où ce type d'habitation s'est développé, c'est le secteur qui s'est redéveloppé suite à l'incendie du 9 et 10 juillet 1852. Cet incendie, qui a duré pendant 26 heures, a détruit presque la moitié des résidences à Montréal. Ça veut dire tout le secteur compris entre le boulevard Saint-Laurent, les boulevards de Maisonneuve, la rue Saint-Denis et la rue Craig, appelée aujourd'hui Saint-Antoine, et aussi le secteur entre la rue La Gauchetière, le fleuve, à partir du champ de Marche jusqu'à la rue Papineau. Malheureusement, cet endroit a été retransformé depuis. Prenons l'exemple du faubourg de la Mélasse, qui se trouvait à partir du champ de Marche jusqu'à la rue Papineau et entre la Gauchetière et le fleuve. Ce faubourg a été amputé graduellement, d'abord par la gare Vigée, ensuite par les installations du port, et enfin il a disparu lorsqu'on a implanté Radio-Canada dans ce secteur en 1963. Ce fut d'ailleurs le plus grand chantier de démolition au Canada à l'époque. Il faut aller dans un secteur adjacent qui se trouve au nord, entre la rue Amherst, Sherbrooke, Papineau et le boulevard Dorchester, aujourd'hui René Lévesque, ce qu'on appelle la terrasse Ontario, pour trouver un premier stade d'évolution vers l'habitation type. Les premières rues qui se sont développées dans ce secteur, Alexandre de Sèvres, Plessis, Panay, de la Visitation, Baudry et d'autres, présentent une habitation continue sur des cadastres qui présentent quand même certaines irrégularités. Les îlots urbains sont encore assez larges, de 61 à 70 mètres de large. Il n'y a pas de ruelles et on accède à l'intérieur des lots par des portes cochères, comme nous le verrons tout à l'heure. À l'intérieur de ces lots-là se trouvaient des appentis et se trouvent même encore aujourd'hui des habitations construites dos à dos. Si on examine les plans d'une habitation typique de ce secteur, on observe d'abord que la maison est construite au bord du trottoir et que ces pièces sont dans le sens parallèle de la rue, dans le sens que les pièces sont dans le sens de largeur de la maison et non pas de la profondeur. La façade est en briques, elle est très simple, il n'y a pas de balcon, le toit est plat et il y a la présence de la corniche. Il y a une porte cochère qui permet de pénétrer à l'intérieur du lot et sur la façade, il y a 2 portes côte à côte, une pour entrer au rez-de-chaussée et l'autre pour monter au premier niveau, donc au premier étage. La façade arrière présente comme caractéristique une galerie qui est reliée au sol avec un escalier extérieur. Le logement du rez-de-chaussée a 3 pièces, donc il est très petit, un salon à l'avant, une cuisine et une chambre à l'arrière. Le logement du premier étage présente un escalier intérieur pour se rendre à l'étage. Il y a 4 pièces, un salon et une chambre en avant, une cuisine et une chambre en arrière. Dans l'ensemble, il s'agit de pièces
pièces bien éclairées naturellement. Par contre, il faut reconnaître que ça a dû présenter une densité d'occupation assez forte parce que les familles qui occupaient ces logements-là avaient 3, 4, 5, jusqu'à 6 enfants et vous pouvez voir qu'il y avait plus qu'une personne par pièce. Si on va davantage vers l'ouest, on va trouver une rue comme la rue Wolfe où là, il y a vraiment une standardisation progressive de l'habitation et du cadastre. Les lots ont des dimensions régulières, 6 mètres et demi par 20 ou 22 mètres, et il y a présence de ruelles, la ruelle surtout pour assurer les services, notamment la livraison des combustibles. Il est important de souligner la corniche qui semble relier ces résidences les unes aux autres. Les îlots urbains planifient une façon systématique pour une utilisation maximale de l'espace se retrouvent notamment sur la terrasse Sherbrooke, dans ces territoires vierges qui ont été gagnés par le développement urbain au cours du dernier quart du 19e siècle. Parmi les cas de subdivision importants, il y a la subdivision des domaines ruraux de M. William et Logan et autres domaines adjacents dans l'ancien village de Saint-Jean-Baptiste et dans l'ancienne côte Saint-Louis. Ces territoires aujourd'hui font partie du territoire qu'on appelle le plateau Mont-Royal. Il s'agit de l'eau standard de 7,6 mètres de large et de 24 à 30 mètres de profondeur. Il semble qu'il n'y a aucune règle qui a fixé ces dimensions, c'est beaucoup plus par l'usage. L'habitation type de ce secteur diffère de l'habitation dont nous venons de parler sur la terrasse Ontario, principalement parce que l'habitation est orientée dans le sens de la profondeur du lot et non pas dans le sens de la largeur. Deuxièmement, elle a un minimum de 2 à 3 logements superposés et à l'occasion 4 à 5. Pourquoi? Tout simplement pour accommoder ces immigrants qui venaient de la périphérie, qui venaient de la plaine de Montréal et qui avaient des familles nombreuses. On avait besoin de logements plus grands et également on avait besoin de concentrer davantage de population pour réduire les coûts de transport notamment. Le tramway est un moyen de transport efficace mais qui est coûteux en infrastructure et aussi les coûts d'autres infrastructures telles que les coûts d'aqueduc, d'égouts, de rues, de trottoirs, de conduites de gaz, électricité, etc., parce que ces populations étaient des populations assez pauvres. Une caractéristique importante de cette habitation type à Montréal, c'est la présence des escaliers extérieurs qui sont devenus plus ou moins les symboles de la métropole. Marquez bien qu'ils ont existé ailleurs, notamment en Europe. La première version de ces escaliers extérieurs est apparue dans les cours intérieurs et dans les jardins des habitations urbaines traditionnelles. Pourquoi? C'est à cause de la pression démographique. Avec l'urbanisation, on a commencé à construire des logements au-dessus des appentis et au-dessus des étables, ou même à transformer ces maisons traditionnelles en logements distincts. Et les escaliers extérieurs étaient des moyens d'accéder à ces logements de fortune. On sait qu'à la fin du Moyen Âge, à Londres, les artisans et les manœuvres qui habitaient dans des types d'habitations à logements multiples accédaient vers ces logements par des escaliers. C'était presque des échelles extérieures. Seuls les riches à l'époque pouvaient se permettre le luxe d'avoir des escaliers intérieurs dans leur résidence. À Montréal, les premiers escaliers extérieurs apparaissent à Pointe-Saint-Charles, dans les quartiers Saint-Jacques et Bourget. Ils apparaissent en arrière pour accéder à la galerie du premier étage parce qu'il était important d'avoir un lien entre le premier étage et le sol. C'est là que se trouvaient les cabinets de toilettes, c'est là que se trouvaient les puits, les lavoirs, les dépôts de combustible. Il fallait aussi se débarrasser des cendres de charbon et de bois. Donc, ça prenait un lien. Et la galerie agissait comme plateforme intermédiaire
intermédiaire entre le logement et l'escalier et servait de dépôt temporaire, de lieu de repos ou pour d'autres occupations. Dans le cas de l'habitation type du plateau Mont-Royal, l'escalier n'est pas uniquement à l'arrière, mais se retrouve à l'avant et va prendre l'espace de recul parce que l'habitation recule par rapport à la rue. Il y a un espace libre et l'escalier extérieur va se trouver là pour récupérer cet espace-là et c'est l'espace qu'on retrouvera à ce moment-là dans le logement parce que l'escalier intérieur ne prendra pas l'espace à l'intérieur du logement. Maintenant, avant d'aller plus loin et pour éviter toute confusion, lorsqu'on parle de l'habitation type, disons, de 3 étages, ça comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Donc, c'est 3 niveaux, mais vous avez un deuxième et un premier étage. L'escalier intérieur va exister aussi, mais normalement entre le balcon du premier étage vers le logement du deuxième étage, mais il y a aussi d'exemples d'escaliers qui font la hauteur des 3 niveaux. Autre caractéristique de cette habitation type, le balcon extérieur. Donc, encore là, c'est une extension du logement, c'est une plateforme de distribution entre l'escalier extérieur et le logement intérieur. Encore là, c'est un lieu de repos. On peut dire également que le balcon est peut-être un trait culturel parce que ces habitations étaient destinées à des ruraux qui étaient habitués aux galeries, qui étaient habitués aux vérandas, et peut-être que ces appentis, que ces équipements ont été perçus par les promoteurs et les constructeurs comme essentiels pour vendre ou louer leur maison. Des exemples, parmi d'autres, prenons les duplex de la rue Fabre dans le secteur de l'avenue Mont-Royal. On voit là une systématisation à la fois de l'architecture et de la construction. Exemple de triplex toujours sur la rue Fabre. Il reste même des balcons avec des colonnes de bois. Malheureusement, les colonnes de bois vont être remplacées par des colonnes de fer avec le temps. Il demeure que ces rues comme la rue Fabre présentent un spectacle assez animé. Autre exemple, la rue de la Naudière. Il s'agit de 3 étages. Il s'agit de quadruplex dans ce cas ici. Ça présente les mêmes qualités d'ensemble. Et on peut voir d'ailleurs que ces exemples ne sont pas limités au seul plateau Mont-Royal. Il y a beaucoup d'autres quartiers à Montréal qui font état de ces maisons types, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve. On vous présente ici quelques triplex sur la rue Adam, qui sont des constructions un peu plus récentes que celles sur le plateau Mont-Royal. Si on examine maintenant un plan de cette habitation type, vous voyez d'abord qu'à l'intérieur, les plans sont standards. Le logement qui est au niveau du rez-de-chaussée et qui occupe toute la largeur du lot est normalement occupé par le propriétaire. Il présente de 6 à 8 pièces qui se succèdent vers la profondeur du bâtiment, de part et d'autre d'un corridor central. D'un côté, vous avez un salon double ou de l'autre côté, un boudoir ou une chambre. Et dans les deux cas, vous avez des pièces à contre-jour. Ça veut dire des pièces qui ne sont pas éclairées directement par une fenêtre. En arrière, vous avez d'un côté une cuisine avec ou sans salle à manger à contre-jour et de l'autre côté une chambre simple ou une chambre double. Si on monte à l'étage ou aux étages, si le plan est la même largeur que le lot, à ce moment-là, est identique au plan du rez-de-chaussée, mais le plus souvent, il est plus petit, soit pour accommoder un escalier qui monte à l'étage supérieur, soit tout simplement, et c'est le cas le plus fréquent, il est divisé en 2 logements distincts. Alors, dans ces cas-là, vous avez une succession de 4 pièces le long d'un passage. Donc, une chambre double du côté de la façade, une toilette centrale, un salon ou salle à dîner à contre-jour et une cuisine vers l'arrière. Et là, vous débouchez sur les galeries et les hangars. Il y a là des escaliers extérieurs, mais à l'occasion, ils vont se retrouver à l'intérieur même des hangars. On vous présente comme exemple d'hangars, des hangars dans le secteur du boulevard Saint-Joseph et de la rue Garnier. Il y a plusieurs variantes à ce modèle. Notamment, il y a des plans qui sont en L, mais le modèle présenté est suffisamment fréquent pour être pris comme un exemple très significatif. Les façades ont comme caractéristique architecturale d'être de style néoclassique. Remarquez à quel point c'est contrôlé, à quel point il y a une symétrie. Il y a des éléments décoratifs, notamment la corniche et aussi les vitraux. Les vitraux, il y a des exemples d'art nouveau ou encore d'art déco.
D'un point de vue construction, ce sont des maisons qui sont construites sur des murs portants, mitoyens et en façade, sur des solaires légèrement soulevés pour permettre la ventilation du sous-sol, qui souvent est un simple vide sanitaire. On peut voir à l'écran une vue axonométrique de ce type de construction. Ça présente un carré de madrier porteur avec un revêtement de briques avec l'utilisation du papier goudron et le toit, ce qu'on appelle un toit membranné, 4 à 5 plis de papier goudron noyé dans le goudron et recouvert de gravier. Le gravier, c'est pour empêcher le soleil d'attaquer le goudron et assurer un poids sur ces épaisseurs de papier. Vous avez un drain central qui permet l'écoulement d'eau et là, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de glaçons étant donné que le drain est chauffé par la maison même et enfin, vous avez des solins de tôle qui forment le reste du bâtiment. Le triplex montréalais, par sa volumétrie cubique, par l'importance du toit plat et de son façadisme monumental, nous vient de la grande tradition des terrasses britanniques, des maisons en rangée. La typologie du triplex, avec ses logements superposés, nous vient à la fois de l'urbain québécois de très longue date, mais subissant des apports importants du nord de l'Angleterre et de l'Écosse. L'aspect balconville de ces triplex, qu'il s'agisse des loggias, des balcons perrons, en avant ou en arrière des triplex, nous vient du rural québécois, mais passant par un classicisme britannique. Enfin, les escaliers extérieurs ont une très longue généalogie française, mais aussi subissant des apports importants de l'Écosse. Le tout fait preuve d'une architecture d'échange, d'une symbiose architecturale, du génie des entrepreneurs locaux. L'habitation type a été jugée jusqu'à très récemment très sévèrement, et ça par tous les critiques, qu'ils aient été urbanistes, géographes, architectes ou esthètes. On lui a reproché l'exiguïté et la mauvaise disposition de ses pièces, les pièces de détente et de repos étant situées du côté bruyant des rues et les pièces de service étant situées du côté calme de l'arrière. On lui a reproché sa mauvaise ventilation, son éclairage naturel qui laisse beaucoup à désirer, la fragilité de sa construction, son toit plat, sa corniche de tôle, ses balcons, ses galeries, les hangars, tout, mais surtout les escaliers extérieurs. Les escaliers extérieurs, en particulier, ont fait l'objet de la désapprobation générale. On pourrait citer des critiques à profusion. Contentons-nous de celle de Victor Barbeau. En quelques mots, elle les résume à peu près toutes. Il fustige ces logements corridors allongés, d'une échelle improprement appelée escalier, ces escaliers extérieurs dont personne ne nous disputera la paternité devant l'histoire. Pour rendre justice à l'habitation type montréalaise, il faut l'évaluer avec d'autres critères que les seuls critères esthétiques. Il faut tenir compte notamment du contexte socio-économique et culturel de l'époque. Comme l'architecture commerciale à plan libre et à façade d'ossature de pierre, elle présente cette habitation type une solution originale à des besoins nouveaux. Le duplex et le triplex de Montréal apparaissent comme une solution d'urgence à cette urbanisation massive. Ainsi, la population de Montréal va tripler en 30 ans. De 1891 à 1921, elle va passer de 219 616 habitants à 618 506 résidents. Cette affluence de population vers le milieu mont-royalais va faire accroître la plus-value des terrains. Mais comme il s'agit des migrants ruraux qui sont pauvres, la densité des quartiers et le type de construction va avoir tendance à se stabiliser entre le coût de production et la capacité de payer de ces personnes. Et comme résultat, on va passer de la solide et relativement coûteuse maison urbaine coloniale vers l'habitation à loyer modique de la basse terrasse et vers les duplex et les triplex standards de haute densité qu'on va retrouver sous la terrasse
Sherbrooke. Les duplex et les triplex répondaient aussi aux souhaits des immigrants qui possédaient un peu de capitaux à investir, comme à ceux qui cherchaient un abri temporaire avec un loyer acceptable. Pour le propriétaire, là, celui qui était l'immigrant rural et qui venait à Montréal, le duplex et le triplex présentaient les mêmes avantages et les mêmes caractéristiques d'exploitation que la ferme rurale. L'investissement dans la construction ou dans l'achat n'était pas quand même très lourd. Il n'était pas risqué. Il ne réclamait pas une connaissance approfondie des marchés financiers. Il ne réclamait pas d'habileté particulière. Le propriétaire qui investissait pouvait compter sur un revenu modeste mais stable. Un peu comme sur la ferme, il pouvait habiter son bien et veiller sur son bien. Il pouvait léguer son immeuble et son terrain à ses héritiers. Pour les locataires, on peut dire que c'est à peu près ce qu'ils pouvaient espérer de mieux. Pourquoi? Parce que, comme l'a expliqué M. Hans Blumenfeld, dans tous les pays à cette période-là, les immeubles qui sont les plus répandus sont aussi ceux qui sont les meilleurs marchés, car ils servaient de référence à l'industrie du bâtiment et au code de construction. Et lorsqu'on analyse cette construction, on trouve qu'elle fait appel à des conceptions modernes de standardisation et de préfabrication. Par exemple, le carré structural de bois va remplacer le mur porteur en pierre ou en brique qui était quand même beaucoup plus coûteux. Pour combiner le bois et la brique, ça supposait une standardisation complète de l'un et de l'autre. Il fallait que le bois conserve ses propriétés et des dimensions identiques. Et même chose pour la brique. Par contre, la brique était de loin plus économique à transporter, à poser, et il n'y avait pas question de taille. On peut d'ailleurs voir à l'écran une maison qui est en démolition et qui montre bien cette combinaison du madrier de bois avec la brique. On peut dire d'ailleurs d'un point de vue culturel que c'est possiblement l'évolution du système de construction de pièce sur pièce qui était fréquent là, au début de la colonie qui va évoluer vers ce système-là. La brique sur le bois va éliminer les avantages de la construction en bois. Pourquoi? Parce que le bois est vulnérable au feu, vulnérable aux intempéries et demande un entretien permanent. Le fait de mettre de la brique sur le bois, ça va conserver ces avantages du bois qui est d'être économique et d'être chaud. Le toit plat va remplacer le toit en pente et le toit mansard. Encore là, économie. Économie d'espace, économie de matériaux, économie de coûts, économie de temps de construction. Et aussi économie d'entretien et de chauffage. On sait que les toits en pente ou les toits mansards présentent beaucoup de surfaces exposées au froid. Ils ont des glaçons et de la neige durant l'hiver qui tombent là, sur les passants. Le toit plat règle tous ces problèmes parce que l'eau s'écoule vers l'intérieur, vers un drain central. Et comme le drain passe à l'intérieur de la maison, le drain est chauffé et à ce moment-là, il n'y a pas accumulation de glace ou de glaçons. Par contre, la neige qui s'accumule sur le toit sert d'isolant. Vous avez de la préfabrication et de la standardisation pour réaliser la toiture membranée, dans le sens ça prend du papier goudron avec toujours les mêmes caractéristiques, ça prend des solins, des ébans, des drains. L'escalier extérieur aussi représente une économie d'espace et une économie de chauffage. Elle fait appel à la préfabrication, à la standardisation pour les limons, pour les marches, pour les mains courantes, pour les garde-fous. Vous avez aussi une préfabrication même dans le décor des corniches, le décor des vitraux. Alors tout ça est préfabriqué. Enfin, le mur mitoyen permet effectivement une économie parce qu'il est commun. Et deuxièmement, la superposition des services, des équipements sanitaires est aussi un élément économique de cette construction. Il faut dire que même les escaliers extérieurs ne méritent pas cette espèce de critique très sévère. Avec un examen objectif, on peut s'apercevoir qu'ils ont quelques qualités. Évidemment, ils ne sont pas adaptés à notre climat, du moins durant l'hiver. Mais il n'y a aucun style de cette période victorienne qui était vraiment adapté à l'hiver. Est-ce que le style néo-gothique, le style néo-renaissance, le style baroque ou Second Empire ou Beaux-Arts étaient adaptés au climat d'hiver? Je ne le pense pas. Ça ne nous empêche pas quand même de la
l'apprécier. Maintenant, on peut dire que si l'escalier n'est pas adapté à l'hiver, il est adapté à l'été qui est chaud. Et on peut voir d'ailleurs dans les rues de montréalaises à quel point les gens utilisent ces escaliers durant l'été. Deuxièmement, cet escalier assure l'intimité et la sécurité psychologique des utilisateurs, à comparer aux escaliers, aux cages là, qui vont suivre par la suite, lesquels vont présenter des lieux relativement obscurs, des lieux où va se concentrer le bruit et les odeurs. Le hangar, c'est la même chose. Le hangar était quand même un lieu nécessaire pour l'entreposage des combustibles. À l'époque, chaque logement était chauffé, soit avec du bois, soit avec du charbon. Où voulez-vous mettre ces combustibles, autre que dans un lieu spécifique pour l'entreposer. C'était important également pour conserver les effets de famille. Étant donné que les familles avaient des revenus modestes, avaient tendance à conserver des éléments pour les transmettre à leurs enfants. Et il était assez bien adapté d'un point de vue fonctionnel comme complément de la maison et présentait une construction légère dans des matériaux moins permanents. Je pense que le reproche le plus grave qu'on peut faire à cette habitation type, c'est sa pauvreté de ventilation et d'éclairage naturel. Parce que les pièces sont orientées dans le sens de la profondeur du bâtiment. Vous avez toujours de 3 à 4 pièces qui sont à contre-jour, dans le sens qui ne donnent pas directement sur une fenêtre. Et vous avez des puits de lumière pour les toilettes et même à l'occasion pour des pièces. Le problème est aggravé surtout à cause de la mauvaise orientation des rues issues de la grille de structure des côtes. Notre grille de rue fait que la plupart des rues sont orientées quasi est-ouest. C'est le cas à Longue-Pointe, c'est le cas à Hochelaga-Maisonneuve, au Plateau-Mont-Royal, à Rosemont, à Villeray, à Annecy, NDJ, presque partout. Ça veut dire que les alignements d'habitation qui se trouvent du côté impair des numéros civiques ont du soleil uniquement sur la façade, tandis que ceux qui se trouvent du côté pair ont du soleil, évidemment, sur la façade arrière. Mais là, c'est aggravé parce que la présence des hangars, la présence des escaliers, la présence des galeries, tout ça vient faire une longue portée avec le résultat qu'il n'y a presque jamais de soleil dans ces pièces-là. Et ça, c'est un défaut grave. D'ailleurs, la municipalité a un programme pour démolir les hangars précisément pour régler ce problème-là. Donc, si on essaie de faire un bilan rapidement, l'habitation type n'est pas sans défaut. Mais pour une architecture qui s'est faite sans architecte, elle présente des qualités, notamment un taux élevé de préfabrication et elle exprime très bien sa fonction directement. Elle va participer à une création d'un environnement urbain original qui va venir à identifier Montréal. Et ceci sera l'objet de la prochaine émission.